le rappeur Tupac Shakur dénonçait le racisme et soutenait l'unité afro-américaine. Assassiné à 25 ans, il a laissé un héritage culturel explosif et controversé. Comment peut-on vendre des albums pour 70 millions de dollars en un an et se retrouver endetté de 5 millions de dollars? Ça dépasse l'entendement. Soit il administrait très mal son argent, soit il se faisait voler. Sans testament, avec une maison de disques malhonnête et de nombreux avocats, les batailles juridiques pour son héritage ont été plus longues que sa carrière. Ils payaient pour des maisons qu'ils n'habitaient pas, des pensions alimentaires pour des enfants qu'ils n'avaient pas, et des voitures qu'ils ne conduisaient pas. Même s'il n'est plus là pour les dépenser, Tupac continue de rapporter des millions après sa mort. Tupac est adulé depuis sa mort, parce qu'il n'a pas seulement fait des disques, il a fait l'histoire, ce qui est très différent. C'est parce que sa musique est intemporelle. La gloire, la fortune, l'héritage de Tupac Shakur. Artiste prolifique et acteur à 16 heures, le rappeur Tupac Shakur a eu beaucoup d'ennuis avec la justice. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here. Dans sa production musicale, Tupac a parlé de la lutte des Afro-Américains. Il a créé un héritage que l'on retrouve chez tous les rappeurs issus des années 90. Il y a près de 20 ans qu'il est mort, assassiné dans les années 90 à Las Vegas. Et depuis, on a vu beaucoup d'ascensions très rapides, notamment celles de Jay-Z, Lil Wayne, Weezy, Nicki Minaj. Mais en même temps, le monde du hip-hop a la nostalgie d'artistes tels que Tupac, qui pouvaient parler avec beaucoup de puissance des problèmes politiques et sociaux des États-Unis, et aussi de choses bien réelles comme ce qui se passait dans la rue. Il a aussi entretenu une rivalité entre rappeurs, ce qui a causé sa perte. Tupac a fait fortune et il a changé à tout jamais l'univers du hip-hop. Aujourd'hui encore, il rapporte des millions. Mais l'argent n'était pas son seul intérêt. Il prêtait sa voix aux souffrances des jeunes qui ne pouvaient pas se faire entendre. C'était un jeune artiste rebelle qui avait grandi en marge, qui était en colère et qui voulait parler pour tous les autres. Il disait « Je suis là et je ne partirai pas, je vais troubler votre sommeil. Vous pouvez tenir certaines banalités pour acquises, mais je suis la preuve vivante que ces banalités ne sont pas vraies. » Bien avant d'être qualifié de rappeur le plus percutant de tous les temps, Tupac Shakur s'appelait Lee Ann Parrish Crooks. À sa naissance le 16 juin 1971, sa mère, une activiste des Black Panthers, vient de sortir de prison. Elle purgeait une peine pour avoir projeté de faire sauter des bombes à New York. Son père, Billy Garland, est aussi un Black Panther. Il milite pour un socialisme radical et contre les injustices sociales, mais il aide très peu à élever son fils. Tupac a 5 ans quand son père sort de sa vie, puis sa mère épouse un autre Black Panther, Mutulu Shakur. Elle change son nom pour celui de Femi et baptise son fils Tupac Amaru en hommage au révolutionnaire sud-américain du XVIIIe siècle qui avait fomenté la révolte de son peuple. Tupac, son demi-frère aîné et sa demi-sœur cadette grandissent à East Harlem dans une famille d'activistes qui se retrouvent souvent à la rue. La mère de Tupac était une Black Panther légendaire qui s'était défendue elle-même quand, avec d'autres Black Panthers, on l'avait accusée d'avoir fait exploser des immeubles. Son beau-père était constamment surveillé par le FBI et les membres de sa famille allaient régulièrement en prison. Tupac venait d'une famille très politisée et il devait sa conscience sociale à sa mère qui lui avait inculqué ses valeurs dès l'enfance. Sa mère, dépendante au crack, voit quelque chose de spécial chez Tupac. À 12 ans, elle le fait entrer dans une troupe de Harlem. Pour ses débuts au théâtre, il tient le rôle de Travis dans la pièce Un raisin au soleil. Quand je l'avais interviewé pour le magazine Vogue, il m'avait dit qu'à cette soirée bénéfice, au lever du rideau, comme il était le premier personnage en scène, il avait eu la piqûre du théâtre. Il voulait faire de la scène après avoir eu la joie d'être applaudi par les spectateurs. Il n'avait jamais oublié cette expérience de jeunesse.
3 ans plus tard, en 86, la famille déménage dans le Maryland. Tupac fréquente la Baltimore School for the Arts où il fait de l'art dramatique, de la poésie, du jazz et du ballet. Il écrit son premier rap. À 17 ans, sa famille déménage à Marin City, en Californie. Il s'inscrit au cours de poésie de Layla Steinberg. Elle est si impressionnée par ce qu'il écrit qu'en 89, elle demande à Atron Gregory, un dirigeant de TNT Records, de lui faire passer une audition. Gregory l'embauche comme danseur et technicien de tournée pour le groupe de hip-hop Digital Underground. Tupac devient vite maître de cérémonie et il fait valoir son talent de rappeur dans Same Song, un single de Digital Underground. Gregory décide de miser sur Tupac. Il le propose comme artiste solo, mais personne n'est intéressé. C'est en 91, quand Gregory présente Tupac à une nouvelle maison de disques, Interscope Records, qu'il se voit offrir un contrat incluant des droits d'auteur de 12%. Pour un jeune artiste montant, des droits d'auteur de 12%, c'est très bien. D'autant plus qu'il n'avait aucun pouvoir de négociation à cette époque. En studio, Tupac travaille d'arrache-pied à son premier album qui traite des problèmes des jeunes noirs dans les rues des villes américaines. Un mois avant la sortie du disque, il s'attaque lui-même à l'un de ces problèmes. Il poursuit le service de police d'Oakland pour 10 millions de dollars. Il affirme qu'on l'a battu pour avoir traversé la rue au mauvais endroit. Tupac ne recevra que 43 000 dollars et une bonne partie de cette somme servira à payer son avocat. Il a intenté une poursuite en vertu du Ku Klux Klan Act, voté par le Congrès en 1871. Cette loi permettait aux citoyens de poursuivre des employés de l'État qui avaient violé leurs droits civils. Tupac a déclaré qu'on avait porté atteinte à son droit de ne subir aucune force déraisonnable en vertu du 4e amendement. C'était évident qu'on ne lui verserait jamais 10 millions de dollars, mais 43 000, c'était un bon montant. Les poursuites pour inconduite policière étaient prises très au sérieux jusqu'à ce que les juges commencent à y accorder moins d'importance il y a 10 ou 15 ans. Tupac a eu raison de poursuivre les policiers. Le 12 novembre 91, Tupac Shakur sort son premier album, Tupacalypse Now, qui grimpe en 13e position du palmarès. Le single Brenda's Got a Baby atteint la 23e place. Tupacalypse Now plaît énormément aux jeunes noirs et l'album jouera un rôle déterminant dans la défense de Ronald Ray Howard, qui soutient qu'il écoutait cet album lors de son arrestation au Texas pour un phare brisé. Quand le policier s'était approché de sa voiture, Howard lui avait tiré dessus, le tuant. Il a plaidé avoir fait une erreur de jugement. Il a dit que les paroles l'avaient radicalisé et monté contre la police. Tupac ne voulait pas ajouter aux tensions entre les policiers et les jeunes noirs. Mais il parlait de ces tensions dans ses chansons et il prenait la défense des jeunes noirs. Comme il était très charismatique, beaucoup de jeunes se sentaient autorisés à tenir tête aux policiers. Une défense plus radicale aurait eu l'air de justifier cette violence et ça aurait été impopulaire. Ce n'aurait pas été bien reçu. Reconnu coupable, Howard est exécuté par injection létale en 2005. En dépit de la controverse, ou peut-être grâce à elle, Tupacalypse Now devient disque d'or. En 92, Tupac tient la vedette du film Juice, qui raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents délinquants de Harlem. Juice fait plus de 8 millions de dollars la fin de semaine de sa sortie en salle. Contrairement à son personnage violent, Tupac tente d'apaiser les conflits entre les gangs. En 92, au Truth Picnic en Californie, Tupac contribue beaucoup à la conclusion d'un accord entre les gangs rivaux des Crips et des Bloods, qui signent le Code of Thug Life. Il a eu une énorme influence. Parce que dans ce genre de musique et de hip-hop, ses paroles étaient très percutantes. Il y avait beaucoup de jeunes qui le suivaient, à cause de ses débuts modestes et de ses prises de position, et aussi du fossé entre la côte Est et la côte Ouest. La côte Ouest était vraiment derrière Tupac. C'était très séduisant, car il était facile d'attirer des jeunes avec ce genre de rap gangsta. Il disait... C'est ça le gangsta, c'est notre famille, c'est notre communauté, qui est très spéciale. C'était facile pour lui, avec toute la machine de Death Row Records et la rivalité avec la côte Est. La même année, Tupac se fait tatouer Thug Life sur le ventre. Malgré tous ses efforts pour contenir la violence parmi les siens, le crime semble au rendez-vous partout où il va. Le 22 août 92, il participe à un festival à Marin City. Après le spectacle, pendant qu'il signe des autographes, une dispute éclate. Tupac sort son Colt Mustang, ce qui met fin à la dispute,
mais il échappe son arme. Un membre de son entourage la ramasse et tire par mégarde. Dans une cour d'école, à 90 mètres de là, un petit garçon de 6 ans qui roule à vélo est touché au front et meurt. Les gens voulaient que Tupac soit inculpé, peut-être même pour meurtre. Un meurtre, c'est le fait de tuer quelqu'un volontairement. C'est un crime d'intention spécifique. Le meurtrier a consciemment l'intention de tuer quelqu'un. C'est son objectif. Dans ce cas-ci, ce n'était pas un meurtre, c'était un accident qui aurait pu donner lieu à une inculpation pour négligence ayant causé la mort. En droit, la négligence désigne le comportement de quelqu'un qui sait qu'il risque de causer du tort, mais qui ne change rien. Dans ce cas-ci, le danger résidait dans le fait de porter une arme chargée pendant un concert. Mais je crois qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de procès par manque de preuves. Il fallait prouver qui tenait l'arme au moment où les coups sont partis. J'ai cru comprendre qu'ils avaient du mal à trouver des témoins. Les gens questionnés ont tous dit qu'ils n'avaient rien vu. Donc, comme on n'arrivait pas à savoir qui tenait l'arme quand le coup est parti, on ne savait pas qui accuser. Après cette tragédie, Tupac s'enferme dans un studio et travaille jour et nuit. Le 16 février 1993, il sort son deuxième album, qui grimpe tout de suite en 24e position et devient disque platine. Le single, Keep Your Head Up, est un appel aux hommes noirs pour qu'ils traitent leurs femmes avec respect. Le single grimpe en 7e place au palmarès et est certifié or. Keep Your Head Up est une chanson importante parce qu'elle reflète bien toutes les facettes de Tupac. Le Tupac politique, le Tupac de la rue, le Tupac qui se souciait de sa communauté noire et qui était capable de parler de sujets comme la guerre ou les mères célibataires. Il était pro-choix dans cette chanson. Il abordait beaucoup de sujets de front. Et s'il y a une chanson qui reflète le mieux qui était Tupac, c'est Keep Your Head Up. À 21 ans, Tupac Shakur est une grande star et un paradoxe vivant. Un pacifiste entouré de criminels qui parle des quartiers pauvres dans ses raps alors qu'il devient extrêmement riche grâce à son immense talent. Encore tout jeune, Tupac Shakur, le rappeur qui donne une voix à la communauté noire, a déjà à son actif des disques d'or et de platine et un rôle de premier plan dans un film. Maintenant riche, il s'installe dans un manoir à Calabasas, un quartier huppé de Los Angeles. Il achète 2 choses dont il rêvait, une énorme table de billard et un téléviseur à écran géant. Sa famille et ses amis viennent se détendre près de la piscine et certains s'installent même chez lui en permanence. Tupac vit maintenant dans le luxe, mais les ennuis semblent lui coller à la peau. Le 5 avril 1993, lors d'un concert à l'Université d'État du Michigan, les techniciens coupent le micro de Tupac en raison de son langage obscène. Furieux, Tupac lance le micro de $600 par terre. Le rappeur à qui appartient l'équipement supplie Tupac de ne pas le briser. Tupac réplique en tentant de lui asséner un coup de bâton de baseball à la tête, mais le rate de peu. Quand un concert ne se passe pas comme on le voudrait, ça fait monter les émotions. Je crois que c'est ce qui est arrivé à mon ami, qu'il a sauté dans la salle et qu'il s'est un peu déchaîné. Les artistes ont tous leur façon bien personnelle de gérer leurs émotions. Tupac est accusé de voies de fait, un délit passible de 4 ans de prison et de $2000 d'amende. On établit la caution à $50 000 et Tupac verse 10% de cette somme. Son avocat lui conseille de plaider coupable à une accusation de délit mineur, dans l'espoir que la poursuite abandonne l'accusation de voies de fait. La poursuite accepte le marché et Tupac passe 10 jours en prison. Aux États-Unis, dans la plupart des États, vous pouvez écoper de quelques années de prison où vos soins médicaux, votre logement, vos repas et vos divertissements seront aux frais de l'État. Mais Tupac n'a passé que 10 jours en prison. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il devait avoir un bon avocat parce que c'est une peine trop légère. J'aime beaucoup Tupac, mais je trouve que c'est une insulte envers le système pénal. Après avoir dépensé une petite fortune en frais de justice, Tupac espère se renflouer grâce à son dernier film, Poetic Justice, dont il partage la vedette avec Janet Jackson. Le film fait près de $30 millions au box-office et la trame sonore grimpe en 23e place. À ses concerts, les admirateurs de Tupac sont en délire et il est enchanté. À certaines occasions, on échappe de près à l'émeute. Un jour, à Pine Bluff, dans l'Arkansas, une femme se retrouve paralysée après avoir été atteinte par une balle perdue pendant son concert. Après cet incident, on hésite à engager le rappeur, mais ses actes de violence
ne porte pas atteinte à sa popularité. En 93, il reçoit une lettre des parents d'un garçon malade en phase terminale, qui a exprimé le souhait de rencontrer son rappeur préféré. Sans hésiter, Tupac se rend au Maryland pour exaucer le vœu du petit garçon. Il donne aussi généreusement à la communauté noire, et il crée Euthanasia, une entreprise qui contribue au financement d'équipes sportives à Los Angeles, d'un centre pour les jeunes à risque et d'une ligne sans frais pour jeunes en difficulté. Il était une source d'inspiration pour sa communauté. Ce genre de musique, le hip-hop, en fait, ce qu'il exprime, est très important pour les jeunes, qui très souvent n'ont pas de figure paternelle à la maison. Quand on entend quelque chose d'aussi puissant, quelqu'un qui dit des choses si percutantes, c'est électrisant. Vous comprenez? Et en s'appuyant là-dessus, on peut bâtir une communauté. Grâce à ses paroles, c'est surtout pour ça qu'il est connu, ses paroles et sa musique, on n'a pas à se poser de questions. Tout est exprimé. Il était très conscient. Il avait conscience de qui il était. En écoutant ses albums, on se rend compte qu'il était conscient de son pouvoir. Il savait qui il était.